Claire-Tranchant, Saint-Martin-d'Air, suite au débat de février sur Saint-Martin-d'Air, nous avons créé notre collectif. Donc on travaille maintenant avec le collectif de Grenoble. Première chose, les personnes qui utilisent plus les transports en commun, ce sont les gens des milieux populaires. Je pense que ça c'est quelque chose qui est vraiment incontournable. Aujourd'hui, on fait signer, on a des débats. Parce que Claire, pense d'appuyer sur le bouton parce qu'autrement, il s'éteint tout seul. Ça marche. Faut monter le son. Faut que je colle. D'accord, bon. Nous, on fait signer la pétition. On a vraiment des débats d'un haut niveau avec les gens de Saint-Martin-d'Air. Et on est là aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui s'inscrivent pour avoir les éléments du collectif, puisque c'est régulièrement que le collectif nous envoie des informations, qui ont rejoint le collectif de Saint-Martin-d'Air, et en même temps les gens qui signent la pétition. Alors, pourquoi je vais venir sur les quartiers populaires? Parce que moi, je veux bien entendre parler du vélo. Alors en plus, j'ai aucun problème avec le vélo, puisque ici, il y a plein de gens qui peuvent dire, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je suis toujours sur mon vélo. Sauf que, quand on est une mère de famille, qu'on est seul, qu'on a 3 gamins, qu'il faut porter les sacs, qu'il y a la poussette, qu'il faut courir à l'école quand on sort du boulot et qu'on gagne 600 € par mois, qu'on commence le matin, on arrête le boulot, on retourne bosser entre quelques heures, puis qu'on doit retourner le soir, moi je m'excuse, mais il faut se mettre à la place des gens. Aujourd'hui, la question de la gratuité, c'est la question de l'égalité. C'est-à-dire que l'on soit de classe aisée ou que l'on soit de classe populaire, quand on s'assied dans le bus, dans le tram, on peut se parler et voilà, on crée du lien. Tout simplement, on est ensemble. Et quand je dis les classes populaires, on ne peut pas tenir ce discours sur la santé. Moi, j'habiterai le centre de Grenoble. Il n'y a pas de problème, je peux marcher. D'ailleurs, je le fais facilement. Je ne prends pas les transports en commun. Mais quand on habite des quartiers de Saint-Martin-d'Air, puis qu'à 21 h, il n'y a plus de bus, on fait quoi? Ils font quoi, les gamins, quand ils rentrent? Les filles qui sont seules? Est-ce qu'on pense à cette égalité? Moi, je fais partie d'un comité d'évaluation des discriminations à Saint-Martin-d'Air. J'ai réunion le 2 juillet. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire, première chose, discrimination du département vis-à-vis des collégiens de l'agglomération grenobloise. Quand on est collégien dans cette agglomération, on va devoir payer les transports, alors que les autres collégiens ne paieront pas. Discrimination aussi vis-à-vis des enfants des classes populaires, qui pour leur grande majorité ne vont pas dans leur lycée de secteur, c'est-à-dire qu'à Saint-Martin-d'Air, ils ne sont pas orientés sur Pablo Neruda, ils sont orientés sur des lycées qui sont Vaucanson, Louise Michel, etc., etc. Donc on peut venir me raconter qu'ils marchent. C'est pas vrai. Pour être en cours à 8 h, il faut qu'ils prennent des transports en commun. Ça veut dire un coût pour les familles. Et je peux vous assurer que là, en signant la pétition, c'est de ça dont on parle. Et qu'est-ce qu'elles nous disent, les mères de famille? Elles nous disent qu'il faut payer pour un, il faut payer pour deux, il faut payer pour le collégien. Non mais on imagine ce que représente le coût du transport. Alors quand on prend le coût du logement, aujourd'hui, dans les revenus, plus le coût des transports, c'est pour ça que la différence, c'est que quand on est dans une boîte où le patronat, enfin l'entreprise paye à 80% les transports, moi je vois à Saint-Martin-d'Air, ma collectivité, je crois que c'est à 60%, et ben ça coûte beaucoup moins cher qu'à la mère de famille qui elle est au chômage ou en précarité, etc., etc. C'est pour ça que la gratuité, j'ai envie de dire, faut pas venir, voilà, je vais écourter. Je voudrais juste terminer sur une chose, le débat qu'on porte aussi, quand on discute, c'est que la première mesure que Syriza a prise en Grèce, ça a été la gratuité de l'électricité pour les familles qui ne pouvaient pas se chauffer, qui n'ont pas eu d'électricité. C'est ça la première mesure qu'elle a prise, c'est-à-dire pour 300 000 familles. Et quelles sont les premières mesures qu'ont pris les gouvernements de gauche en Amérique latine? Ça a été de se dire, gratuité pour les plus pauvres, soit l'enseignement, soit la santé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des choix politiques qui sont faits. Aujourd'hui, dans ce pays, on donne du fric au patronat. Alors, j'ai plus les chiffres, mais Mariano, Bruno pourront les donner et d'autres pourront.
Et donc, il y a de quoi, on a de quoi faire sans aucun problème. Je voulais amener quand même deux petites idées. Bon, évidemment, moi je suis pour la gratuité des transports en commun. C'est comme l'école. Pour moi, c'est comme l'école. Et d'ailleurs, ça sert aussi à aller à l'école, les transports en commun. À l'école, au lycée, etc. Bon, ceci dit, je voudrais quand même que, puisqu'on lance une réflexion à Saint-Martin-d'Air, etc., amener quelques éléments de réflexion. Est-ce que, jusqu'où doit aller la gratuité? Je m'explique. Est-ce que moi qui veux aller faire ma petite villa au milieu de la campagne, au fin fond du Trièves, est-ce qu'on doit faciliter cette périurbanisation? Donc il y a je livre ça au départ, je n'ai pas de réponse. Donc il ne faudrait pas qu'au nom d'une gratuité, j'aille loger là-bas dans ce coin magnifique de notre département. Voilà, donc il y a quand même des limites. Si on caricature, je pourrais loger en Normandie, et puis revendiquer la gratuité des transports pour aller bosser tous les jours à Paris. Donc là aussi il y a des limites. Ou à Paris et loger à Grenoble, j'en connais qui le font, mais ils sont obligés de le faire. Hein. Donc voilà. Et je voulais amener aussi, je pense qu'à travers ce débat sur la gratuité ou des déplacements, des transports, je pense qu'on ne peut pas se priver d'amener dans le débat le problème du logement. Le problème de la localisation des logements. Par exemple, pourquoi dans les grands bassins d'emploi, on fait des emplois et on ne fait pas les logements qui vont avec? Exemple, Crolles. Est-ce qu'il y a assez de logements à Crolles? Est-ce qu'il y a assez de logements dans la plus de Grenoble, là où il y a des emplois? Hein? Alors on va me dire, oui, mais ça coûte cher de faire des logements. Il y a un monsieur tout à l'heure qui a rappelé le programme du Conseil national de la résistance. Voilà. À la Libération, on a créé le 1% logement. Les entreprises étaient obligées de consacrer 1% de la masse salariale pour construire des logements. Le 1%, alors il existe toujours, hein, je vous rassure, mais c'est devenu des queues de cerises maintenant. Hein. Donc voilà. Ensuite, il y a le problème du logement social. Hein. Pourquoi on est à la traite pour créer dans un certain nombre de communes des logements sociaux? Hein. Je vous rappelle que la loi Gassot, il y en a qui disent la loi SRU. Ben moi je vais dire que c'est la loi Gassot, c'est quand même une loi qui a été portée par un ministre communiste. Après tout, on parle de la loi Duflot, de la loi machin. Et ben moi je vais vous parler de la loi Gassot qui a imposé Gassot, bon je prononce mal, excusez-moi, mais qui a porté une obligation de créer des logements sociaux à hauteur de 20%, c'est passé à 25%. Donc j'avais noté aussi la localisation des emplois, c'était prévu dans la loi SRU. Hein, puisque quand on aménageait quelque part des emplois et tout, ou du logement, il fallait qu'il y ait une adéquation, c'est les principes, entre le logement et l'emploi. Et je pose aussi la question, puisqu'ici il y a beaucoup des élus, je vois il y a des conseillers départementaux aussi, la localisation des services publics. Pourquoi il faut se déplacer, y compris à l'intérieur de la métro, hein, au nom des économies de bout de chandelle, on a divisé le nombre de centres sociaux et tout. Et vous savez, quand on a besoin d'aller voir une assistante sociale, mettre 2 € pour acheter un ticket, parce que les pauvres, ils achètent au dernier moment le ticket, ils le prennent dans le bus, là où il coûte 2 €. Et ça, c'est scandaleux. Hein, 2 € au lieu de je sais pas combien. Ou à 50. À 50. Moi, j'achète pas, je prends des tickets par 30. Je prends des tickets par 30, ça me coûte un petit peu moins cher. Ouais. Voilà. Donc la localisation, un maillage fin des services publics. Et j'avais noté l'égalité de traitement, parce que c'est pas normal que si tu es riche ou si tu es pauvre, ben, tu dois donner des papiers et tout pour avoir droit à 4 sous sur un ticket de bus, faire des papiers, aller dans les CCRS pour faire ça. Et pour mon ami Jean-Paul, pour le reclassement des agents de la CEMITAG. Si demain on fait la gratuité, moi j'ai quelques pistes. Par exemple, les reclasser dans l'information. Parce que quand il y a quelqu'un qui arrive au train à la gare de Giers, qui ne sait pas comment faire pour aller en ville, quelqu'un qui a fait l'effort de prendre le TER, qui sort, qui ne sait pas quel tram il faut prendre, quel bus, il y a de l'information à faire, il y a quand même beaucoup de choses pour améliorer l'accessibilité des transports en commun. Bruno Diaz. Alors, moi j'habite pas dans la métro et je voudrais poser précisément la question des transports. Alors, il y a la question de la circulation à l'intérieur de la métro. Il y a la question de la circulation de l'extérieur vers l'intérieur. Nous, on habite en Chartreuse et on a le droit aussi de venir quand il y a un spectacle à Grenoble ou quand il y a n'importe quoi, un événement qui se passe, y compris militant. Et ben nous, on peut pas parce que moi, j'ai pas de bagnole, je circule qu'en vélo et en car et donc et en train.
Donc j'ai un droit aussi à aller me déplacer vers les choses où il y a des choses intéressantes, parce qu'il n'y a pas que des choses intéressantes chez nous, dans mon village, 1700 habitants, et c'est un droit que je revendique aussi, y compris la gratuité de cette entrée dans la métro. Une fois que je suis dans la métro, moi je circule en vélo, voilà, dans la métro. Voilà. Julien Fontenoy et accessoirement conducteur de car. Moi, juste sur les questions là, on parle de comment le transport, enfin, il y a déjà un réseau de transport qui existe sur Grenoble. Et moi, pour moi, la vraie question, c'est comment ça se fait. On a quand même à Grenoble une mairie rouge et vert, quoi, non? Rouge et vert, hein, c'est ça. Et du coup, moi, la vraie question, c'est pourquoi, bien sûr, c'est une avancée sociale énorme. Avancée sociale et écologique et du coup sociale. Et pour moi, la vraie question, c'est pourquoi c'est pas déjà un acquis? Pourquoi c'est pas... C'est qui va le faire en France si à Grenoble c'est pas fait? Enfin, on attend quoi d'avoir quel... Du coup, pour moi la discussion aujourd'hui, cet après-midi, qui est intéressante, c'est il manque 30 millions par an à boucher, à trouver. Voilà, donc on peut parler de fiscalité, pour moi, la discussion qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est ça, c'est comment on les cherche ces 30 millions. Enfin, je veux dire, il y a qui ici qui faut vraiment encore se convaincre que la gratuité des transports, c'est quelque chose de... Du coup, on bosse sur... on les trouve où, ces 30 millions? Voilà. Oui, moi j'habite à Saint-Égrève. Excusez-moi, j'ai pris le débat en cours de route, je suis arrivé au moment du discours du président. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit le dernier intervenant, l'importance de se méfier des beaux discours, hein, entre les promesses préélectorales et puis la pratique constatée une fois les équipes élues. Et moi j'ai retenu du discours du président que j'ai pris en cours de route, excusez-moi, c'est que sur le fond il y a deux choses qui s'opposent. Il y a un concept qui est véritablement novateur, au plan social, au plan écologique, au plan d'efficacité économique, c'est le concept d'éco-gratuité. Et puis il y a des gens qui portent encore le concept erroné, inefficace d'écotaxe. L'écotaxe, vous l'avez évoqué à mot extrêmement couvert, c'est faire payer l'infrastructure. C'est commencer à évoquer le mésusage. C'est quoi le mésusage de... Tout ça on le connaît. Thatcher l'a mis en place à Londres, ça s'appelle le road pricing. Faire payer l'infrastructure. Toutes ces mesures non seulement ont démontré qu'elles étaient injustes, mais ont prouvé leur inefficacité sur le plan économique, social et écologique. Pour mettre en place la gratuité, il ne manque qu'une chose, c'est le courage politique. Et pour favoriser le courage politique, c'est la mobilisation des citoyennes et des citoyens. Quelques mots sur les enjeux financiers. Vous avez parlé des parkings. Vinci Concessions, c'est 70% d'excédent brut d'exploitation. Le vrai courage politique, c'est de ne pas faire payer un petit peu plus le citoyen pour que celui d'à côté, un petit peu moins bien loti, paye un petit peu moins. Le vrai courage politique, c'est s'attaquer à ça, à ce racket, hein, qui est fait sur le dos des usagers. Vous êtes président du SNTC. Chaque année, le SNTC paye 20 millions de frais financiers. Le vrai courage politique, c'est de s'attaquer à ce racket, alors que les banques empruntent à 0,05% auprès de la BCE et font payer les usagers par l'intermédiaire de vous, président du SNTC. C'est un taux moyen de la dette à 4,5-5%. Donc il faut du courage politique, et pour favoriser le courage politique, il faut une mobilisation citoyenne. Voilà. Il se trouve que parmi ceux à qui je donne la parole, il y a moi, je m'étais inscrit. C'est assez pratique. Donc voilà. Donc simplement, alors, il y avait une question qui a été posée sur la question des salariés, parce qu'il est évident que cette question de la gratuité ne se fera pas en dehors des salariés, des questions de travail, des conditions de travail, et aussi un certain nombre d'éléments qui sont importants. C'est que si on gagne notre pari sur les transports en commun, cela veut dire plus d'usagers c'est plus de rames, plus d'infrastructures, donc forcément des questions posées sur les conditions de travail, et on ne gagnera pas la gratuité des transports par une dégradation des conditions de travail des conducteurs. Donc ça, c'est un débat qui est en cours. C'est un débat qui est en cours avec les salariés et les syndicats de la CEMITAG. Vendredi, on a eu plus d'1 heure de débat
à la commission départementale de la CGT sur la gratuité des transports et on prévoit de faire des débats avec les camarades de cheminots à l'automne, il est évident qu'il faut que les salariés prennent toute leur place dans ce débat-là. Un autre point sur lequel je voulais attirer l'attention, parce que c'est beaucoup venu, c'est que la question de la gratuité des transports est quand même aussi liée à la question de l'urbanisation, de la métropolisation, des formes qu'ont pris ces dernières années la manière d'être ensemble. Et c'est-à-dire qu'on ne peut pas en même temps vouloir concentrer les entreprises, concentrer les services, concentrer les universités, faire des pôles de compétitivité et ne pas en tirer les conséquences pour ce qui est des transports et de la mobilité. Sans ça, on arrive à ce qui est en train quand même de se passer, si on ne fait pas attention, à une ségrégation spatiale où il y a des quartiers populaires où les gens sont assignés à résidence et où il y a d'autres quartiers où la mobilité est organisée qui fait que c'est favorisé. Donc non, là, c'est pour ça qu'à mon avis, cela prend tout son sens de demander aux grandes entreprises de contribuer à financer, parce que l'organisation spatiale et urbaine est aussi productrice de valeur pour elles, et il est normal qu'en retour, elle contribue au financement des déplacements des gens qui sont dans la collectivité locale. Voilà, donc je finis là-dessus, et donc il y avait... Voilà. Nizar Baraket de Fontaine, je suis un usager assidu du vélo. Et j'apprécie ça beaucoup, mais je voulais souligner au passage que, on n'est pas égaux face au vélo, c'est quand même un investissement et un coût de fonctionnement qui n'est pas neutre personnellement dans mon budget, et que je voulais souligner aussi quand on pense intermodalité, vélo, tram à pied, etc., que en faisant du vélo, en marchant à pied, il y a bien un coût invisible qui est l'énergie que l'usager va y mettre à pédaler. Machin. Non mais excusez-moi, mais si on met les choses côte à côte et qu'on raisonne en termes de qui paye pour faire quoi, effectivement, je paye mon coup de pédale et les calories, c'est moi qui les fournis. Donc ça c'est une première chose. Parce que je trouve ça assez quand même, souvent assez injuste qu'on renvoie la marche à pied au vélo comme étant un mode de transport progressiste et progressif sans penser à l'inégalité face à l'investissement qu'il y a à vélo, voire y compris face à la location. Sur la progressivité des tarifs, si on rapporte le tarif payé au revenu, on verra toujours que ce sont toujours les plus pauvres qui financeront plus que d'autres. D'accord? Même si on est au plus bas du tarif et au plus bas du salaire, cette personne-là payera plus cher son transport que quelqu'un qui sera en haut du quotient familial avec le tarif maximal. Donc si on veut faire une vraie progressivité du tarif ou du paiement par l'usager de ça passe d'abord, à mon sens, par l'impôt qui assure mieux cette progressivité que la billetterie. Voilà. Donc c'était les deux choses. Dernière chose que j'avais en tête quand même, je soupçonne souvent comment dire, le fait de reculer ces délais sur la gratuité ou le paiement aussi par étant une question idéologique. C'est-à-dire qu'on a décidé qu'il fallait payer le service public et que les usagers devaient payer le service public, pas tant par nécessité technique que par au fond une question idéologique. C'est qu'on est encore à culpabiliser les citoyens pour qu'ils accèdent à leurs droits les plus élémentaires. Et donc oui, il faut payer. Alors bien sûr, on culpabilise les gens qui n'arrivent pas à payer leur dette parce qu'effectivement il faut payer la dette. On ne se pose pas la question si cette dette devait exister, mais de même il faut payer le service public, alors que la question de fond c'est un service public qu'il finance déjà et qu'il surfinance par rapport à notre catégorie sociale. Et donc du coup il pourrait ne pas continuer à le financer. Voilà. Merci Pierre Labrier. Je suis désolé, ça a peut-être été dit 20 fois à tous vos collectifs sur la gratuité des transports, mais ça va mieux en le disant. Le mot gratuité a un principal problème, c'est qu'il considère que les choses sont gratuites et prête le flanc aux critiques réactionnaires qui disent « il n'y a rien de gratuit dans la vie, mon bon monsieur ». Et donc du coup, le mot gratuité indiquerait que c'est gratuit, alors que les transports, ça ne peut pas être gratuit. C'est pas possible qu'il soit gratuit. Par contre, qu'il soit en accès libre, c'est toute la différence. Et si on gomme le fait que le financement des transports est à 83% dans l'agglomération par l'impôt et à 17% par les citoyens, même si on paye tous, ça gomme l'idée qu'on est tous utilisateurs et tous payeurs, etc. Il n'y a pas de gratuité des transports. Il y a un accès libre des transports et c'est quelque chose qui est important. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, donc je vais peut-être réutiliser le mot gratuité, mais
quand même qu'on ait en tête cette question-là. L'autre chose qui est importante à savoir par rapport à monsieur qui a dit qu'il y avait 20 millions de frais financiers payés par le SMTC, si demain on a les transports gratuits en accès libre et qu'ils ont été par bout privatisés un certain nombre d'entreprises qui ont dégradé les conditions de travail des conducteurs et des agents du service public, un agent du service public qui travaille dans des bonnes conditions, ça fait un service public de bonne qualité. Et s'il y a une dégradation, et en plus de ça, une captation de richesse de fonds publics par des entreprises privées qui géreraient des lignes de bus, bah moi je ne suis pas d'accord pour que ce soit gratuit. Parce que, imaginons on est à 17%. C'est quoi la captation de valeur aujourd'hui d'une entreprise qui est par exemple une société gestionnaire d'autoroute? Une société gestionnaire d'autoroute, elle est à 20% de rentabilité par an. Donc, si 25% de rentabilité par an, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et c'est nous qui payons, admettons on met les autoroutes gratuitement, on les met gratuitement, le gestionnaire il va avoir toujours ses 25% de marge, puisque le capitalisme mondialisé permet qu'on ne sait pas d'où vient le capital. Bah, si on met les transports gratuits dans des entreprises entièrement privées, eh ben on va se retrouver à payer encore plus avec 25% de marge de captation de valeur. Je préfère dire de captation de valeur parce que c'est le patron qui parle de marge. Et sur le travail des salariés. Voilà ce que je voulais dire sur cette attention qu'on doit avoir. Allons vers l'accès libre et la gratuité des transports pour les usagers. Attention au mode de gestion qu'on met en place et notamment au mode de financement pour éviter les captations de valeur.